L'un des points les plus importants à propos de cette guerre, c'est qu'elle va complètement à l'encontre de tout ce que Trump défendait, de tout ce sur quoi il avait fait campagne. Trump avait promis de nous tenir à l'écart des guerres, de les terminer. Il avait été très critique envers l'implication des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Et il disait que s'il avait été président, nous ne serions jamais entrés dans aucune de ces guerres. En fait, par le passé, il avait reproché à Obama de risquer de lancer une guerre contre l'Iran pour détourner l'attention à des fins politiques. Il disait en gros, « Ah, il va déclarer la guerre ». Et on parlait souvent à l'époque du risque d'une guerre avec l'Iran comme d'une des conséquences négatives de l'élection d'un démocrate. Du genre, ne votez pas pour Kamala Harris, sinon on pourrait finir par faire la guerre à l'Iran. Alors, le fait qu'aujourd'hui nous soyons effectivement en guerre avec l'Iran, eh bien c'est une vraie trahison. Et Donald Trump essaie de dire, eh bien c'est pas moi qui ai commencé cette guerre. Elle dure depuis 50 ans. Vous savez, ils l'ont bien cherché, très bien. Alors pourquoi tu n'as pas fait campagne là-dessus? Pourquoi tu n'as pas dit, quand je serai élu, je vais lancer une guerre contre l'Iran parce qu'ils l'ont bien mérité? Tout ce qu'ils auraient soi-disant fait pour justifier la guerre, Trump le savait bien avant de la déclencher. Il le savait bien avant d'être réélu. Alors pourquoi? Pourquoi il n'a pas assumé ça? Pourquoi il n'a pas dit « Votez pour moi et je vais botter les fesses des Iraniens » Il ne l'a pas fait. Moi, j'ai toujours critiqué la politique économique de Trump, mais je soutenais sa politique étrangère jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il déclenche une guerre. Il a donc supprimé une des rares choses que j'aimais dans sa présidence. Lors de son premier mandat, il avait plutôt tenu parole sur ce point. Quels sont les principaux indicateurs économiques que vous suivez pour évaluer comment la situation évolue et quel effet elle a sur l'économie américaine? Parce que, clairement, l'inflation repart à la hausse, le marché du travail s'affaiblit, mais quels autres éléments observez-vous pour comprendre comment tout cela influence l'économie des États-Unis et si cela pourrait avoir un impact à long terme? Eh bien, moi j'aime regarder la masse monétaire et le bilan de la Réserve fédérale. Tous les deux augmentent à un rythme assez soutenu, ou plutôt pas sain du tout, parce que c'est un rythme inflationniste. Je regarde aussi le prix de l'or, qui a atteint des niveaux records. Il y a eu un petit repli, mais la tendance est très claire. La cassure est nette. Ça montre une perte de confiance dans le dollar américain et dans la dette souveraine des États-Unis. Je regarde aussi les taux d'intérêt à long terme qui restent obstinément élevés malgré les efforts de la Fed pour les faire baisser. Les taux à long terme n'ont pas diminué. En fait, ils ont même augmenté. Et ça, c'est encore un signe de perte de confiance dans le dollar. Je fais attention à la montée de la dette et je regarde certains sondages de popularité où le président est considéré comme le plus impopulaire de l'histoire sur la question de l'économie. Ça en dit long. Parce que vous savez, l'économie, c'est une question de portefeuille. Quand quelqu'un vous interroge et vous demande « Êtes-vous satisfait? Approuvez-vous la façon dont le président gère l'économie ?» Les gens ne répondent pas en pensant à tout le monde. Ils répondent en pensant à leur propre situation, à l'économie de leur famille. Comment ça va pour vous? Est-ce que les choses s'améliorent ou est-ce qu'elles se dégradent? Et quand un nombre record de personnes disent « je n'approuve pas, je n'ai pas confiance », c'est parce que pour elles, les choses vont de plus en plus mal. Et les choses vont continuer à se dégrader. Je veux dire, peu importe à quel point Trump veut nous faire avaler ce faux récit selon lequel on vivrait un boom économique, qu'il aurait dirigé le plus grand redressement économique de l'histoire du monde.
Eh bien, ces mensonges n'effacent pas la réalité que les gens vivent au quotidien. Et donc, je pense que ça va poser un vrai problème en novembre, avec ces élections de mi-mandat qui vont pencher fortement du côté des démocrates. Ce qui est inquiétant pour le pays parce que leurs politiques sont encore pires que celles des républicains. D'habitude, enfin, cette fois-ci, les républicains ont aussi eu des politiques assez mauvaises. Mais avec les démocrates, ça pourrait devenir encore pire. Vous avez mentionné le dollar américain. Parlons-en un instant. Le dollar a toujours été considéré comme une valeur refuge, une monnaie de réserve mondiale. Mais ces dernières années, les banques centrales ont commencé à diversifier leurs actifs en s'éloignant du dollar. Et ce qui est intéressant, c'est que le dollar s'est redressé après le début de la guerre en Iran, alors qu'il était en baisse depuis plus d'un an, probablement même davantage. Est-ce que le dollar va retrouver son statut de valeur refuge, ou bien s'agit-il simplement d'un rebond à court terme voué à disparaître? Oui, tu as raison. Beaucoup de gens ont vu le dollar comme une valeur refuge. Moi, je n'en fais pas partie. J'ai toujours considéré le dollar comme un risque à éviter. Il faut se protéger du dollar, pas chercher la sécurité dans le dollar. Mais le dollar a connu une année 2025 très faible, l'une des pires qu'il ait eues. Donc le fait qu'il se soit un peu repris en 2026, avec la guerre comme déclencheur, c'est pas surprenant. C'est un peu comme l'or. Quand la guerre a commencé, l'or était à 5 500 $. Et maintenant, il est à environ 4 800. Il est même descendu jusqu'à 4 100. Le fait que certains aient pris leurs bénéfices sur l'or après une forte hausse, je ne pense pas que ça remette en cause l'idée que l'or reste une valeur refuge. C'est juste qu'il avait tellement grimpé avant la guerre qu'il en a rendu une partie quand le conflit a éclaté. On achète la rumeur et on vend le fait. C'est pareil avec le dollar. Il y a eu un peu de rachat de positions vendeuses sur le dollar, un petit rebond, mais rien de vraiment significatif. En réalité, le dollar a déjà perdu la plupart de ses gains. L'indice du dollar est autour de 4,28,5. Il était à peu près à 4,28 quand la guerre a commencé, puis il est monté au-dessus de 100, soit une hausse d'environ 2,5%. Et c'est tout. C'est tout ce que le dollar a pu faire. Pour moi, c'est un mouvement de valeur refuge très limité. Je pense que si cette guerre avait commencé il y a 10 ou 20 ans, on aurait vu une hausse bien plus forte du dollar. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que le dollar perd de son attrait, et il va en perdre encore beaucoup dans les années à venir. Beaucoup affirment que le pétrodollar est en train de mourir, voire qu'il est déjà mort. Bien sûr, avec le détroit d'Ormuz dans cet état incertain, ouvert, fermé, bloqué, on voit aussi des rapports indiquant que l'Iran pourrait instaurer un péage. En clair, installer une sorte de poste de péage et faire payer les navires non chinois, non russes, non américains et non israéliens pour traverser. Mais ces transactions se feraient évidemment en yuan. Alors, selon vous, que signifie concrètement le fait que le pétrodollar perde ainsi du terrain et quelles seraient les conséquences plus larges pour le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale? Oui, eh bien, c'est évidemment très important que le pétrodollar existe. Si on revient à l'origine, à la façon dont tout ça s'est mis en place, c'était peu de temps après que les États-Unis ont abandonné les talons or, à l'époque où le dollar était garanti par l'or et pouvait être échangé contre de l'or. Quand on s'en est éloigné, le dollar a perdu toute valeur réelle, à part le fait qu'on pouvait le dépenser, mais il n'était plus soutenu par rien. Et quand on a convaincu les pays de l'OPEP de fixer le prix du pétrole en dollars et de dire au monde entier, si vous voulez acheter notre pétrole, il vous faut des dollars américains, on a créé une nouvelle raison pour le monde d'avoir besoin de dollars.
Et on a aussi créé une situation où beaucoup de pays de l'OPEP, qui recevaient des dollars en échange de leur pétrole, ont gardé ces dollars et les ont investis dans les bons du Trésor américain. En fait, ils les ont prêtés directement au gouvernement des États-Unis. Ça a donc été un moteur très puissant de notre déficit budgétaire et de nos déficits commerciaux. Et je pense vraiment que tout ça est en train de disparaître et que ça va poser un énorme problème aux États-Unis qui en dépendent. Mais à mon avis, ce sera un grand avantage pour le reste du monde qui a dû supporter le poids de ce système. Parce que cette relation permettait au fond aux Américains de vivre au-dessus de leurs moyens. On pouvait dépenser plus que ce qu'on produisait. On peut emprunter plus qu'on épargne. Mais ça, c'est uniquement parce que le reste du monde prend l'autre côté de ce marché. Eux, ils produisent plus qu'ils ne consomment et ils épargnent plus qu'ils n'empruntent. Du coup, nous, on vit au-dessus de nos moyens et eux, ils doivent vivre en dessous des leurs. C'est ça qui rend tout ça possible. Alors, quand cette relation prendra fin, les choses vont se rééquilibrer. Notre niveau de vie va baisser et celui du reste du monde va monter. Si on mesure ça par la consommation, combien on peut acheter, combien on peut investir dans notre propre économie, eh bien, je pense que le monde y gagnera. Et l'Amérique, elle, perdra ce privilège exorbitant sur lequel elle s'appuie depuis si longtemps. Tu as parlé du marché obligataire, Peter, et j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur la situation actuelle. Ces derniers temps, on voit des signaux d'alerte. Les adjudications du Trésor montrent une baisse de la demande. Comment tu interprètes ces mouvements sur le marché obligataire et qu'est-ce que ça te dit à toi? Si on revient au moment où la Fed a commencé à baisser ses taux, vous savez, depuis son pic, le taux des fonds fédéraux tournait autour de 5,25 à peu près. Et la raison pour laquelle la Fed a commencé à réduire les taux, ce n'était pas parce qu'on avait gagné la guerre contre l'inflation. En réalité, on a capitulé. C'est l'inflation qui a gagné. La vraie raison, c'est que des banques ont commencé à faire faillite. Alors la Fed a voulu relâcher la pression sur les bilans des banques en baissant les taux. Mais avant même la première baisse, j'avais prédit que quand la Fed commencerait à réduire les taux courts, les taux longs, eux, allaient monter. Très peu de gens avaient fait cette prévision. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les premiers 75 points de base de baisse ont entraîné une hausse de 75 points de base sur le long terme. Et donc, ça montre aussi que la Réserve fédérale est en train de perdre le contrôle du marché obligataire. Aujourd'hui, les banques centrales étrangères tournent le dos à un rendement de 4% sur les bons du Trésor américain et préfèrent détenir de l'or, même sans rendement. Et ça en dit long. Je pense que c'est un indicateur de marché important sur ce qui nous attend. D'ailleurs, l'ancien secrétaire au Trésor, Hank Paulson, a déclaré la semaine dernière que les États-Unis devraient avoir un plan d'urgence, un plan de dernier recours pour faire face aux graves conséquences d'une baisse de la demande pour les bons du Trésor. Ce qu'il devrait dire à l'administration en réalité, c'est d'agir maintenant, avant qu'une telle crise n'éclate. Réduire les dépenses, faire quelque chose pour redonner confiance, afin qu'on n'ait pas un effondrement de la demande pour les bons du Trésor. Mais lui, son conseil, c'était plutôt « on va de toute façon avoir un effondrement, alors préparons-nous simplement à l'encaisser. Voyons juste comment on va réagir. » Pour moi, c'est un très mauvais conseil. Enfin, qu'est-ce qu'on est censé faire? J'avais plaisanté dans mon podcast en disant que le seul plan qui me venait à l'esprit à ce moment-là, ce serait d'avoir un revolver derrière une vitre. Et quand on casse la vitre, eh bien, on se tire une balle dans la tête. C'est la seule solution à ce stade. Mais quand un ancien secrétaire au Trésor commence à dire la même chose que moi,
peut-être que certaines personnes devraient commencer à y prêter attention.